La nuit avait une odeur de pluie froide et d'essence. Sur la nationale, la buée des champs montait comme un souffle venu d'un autre monde, et la lumière bleue des gyros déchirait la brume par pulsations régulières. Helena serra la sangle de son sac de secours, posa le genou au sol et compta, non pas en chiffres, elle ne comptait plus ainsi depuis des années, mais en respiration, une pour s'ancrer, une pour écouter, une pour agir. Elle avait appris à survivre de cette façon, à force d'urgences avalées et de couloirs d'hôpital foulés à pas calmes, quand tout, autour, hurlait. On l'appelait maintenant la fille aux mains immobiles. Une réputation gagnée sur des scènes d'accident, quand d'autres tremblaient, et qu'elle, au contraire, semblait arrêter le temps. Il y a des choses que l'on n'apprend pas, la manière de poser les doigts au bon endroit, le regard qui dit « Je suis là » au milieu de la panique. Et puis, il y a ce que la vie vous plante dans la poitrine, la honte, la rage, la mémoire de la trahison. Cela, Helena l'avait reçu il y a bien des années, comme une cicatrice qu'elle n'affichait pas, mais qui, certains soirs, battait au rythme des sirènes. Le régulateur avait annoncé une collision violente à quelques kilomètres du village. Un véhicule haut de gamme, couleur acier, avait percuté la glissière avant de basculer à demi dans le fossé. Aucun feu, mais une fuite d'essence. Un témoin avait parlé d'un conducteur inconscient, possiblement coincé. Elle avait hoché la tête dans la cabine, bouclé la jugulaire de son casque, puis senti la secousse familière du freinage quand l'ambulance s'était rangée de biais, protégeant la voie. Elle n'attendait rien, sinon le travail. Helena avait laissé la vengeance se dissoudre avec les années, comme le sel dans la mer. Au début, il brûle. Ensuite, on ne sait plus s'il est là ou si c'est la langue qui s'est habituée. Elle avait quitté la ville une décennie plus tôt. Pas tout à fait une décennie, corrigerait-elle, si on l'obligeait à préciser, car les dates, depuis, lui entraient bas de travers, mais suffisamment pour que les visages se brouillent. Sauf un. Celui qui s'était acharné sur sa carrière de jeune infirmière, qui l'avait traînée dans la boue des rumeurs, qui l'avait fait passer pour négligente, voire pire. Son chef de service de l'époque, un homme aux chemises trop blanches et aux phrases trop lisses. On l'appelait Alain Morel. Un nom tellement simple que la colère l'avait longtemps complexifié. Elle ne pensait pas à lui cette nuit-là. Elle pensait au froid qui gagnait ses doigts, malgré les gants, à la façon dont la boue aspire le genou quand on s'agenouille au bord des fossés, à la respiration du collègue qui installait la balise triangulaire derrière eux. Le monde, sur ces scènes, devenait une mécanique. On coupe le contact, on cale les roues, on vérifie l'absence de fumée, on parle au blessé comme à un enfant que la douleur rend sourd. Équipe 3, sur place, annonça-t-elle dans la radio. Le véhicule semblait avoir glissé de côté, puis pivoté sur sa proue. Les airbags avaient explosé, des filaments blanchâtres pendaient comme une neige artificielle. Sur la portière conducteur, un coup de tôle déformé dessinait une vague. La ceinture était tendue, et à travers la vitre étoilée, on distinguait une silhouette penchée, la tête rejetée en arrière. Helena s'approcha, alluma sa lampe frontale et frappa du plat de la main. « Monsieur, vous m'entendez » Un gémissement répondit, lointain. Elle échangea un regard avec Karim, son coéquipier, un gaillard au rire sonore que les nuits transformaient en blocs de concentration. Ils se répartirent les gestes sans parler, lui pour la désincarcération légère, elle pour l'évaluation initiale. Le pare-brise ne tenait plus qu'à un soupir. La vitre latérale finit par céder d'un craquement net. Une bouffée d'air humide entra. Avec elle, une odeur, cuir mouillé, alcool à peine masqué par un parfum cher, et cette pointe métallique qui suit les chocs. Helena posa la main sur l'épaule du conducteur. Le corps se raidit un peu, essayant de revenir au monde. « Restez avec moi, d'accord ? Je m'appelle Helena. Comment vous appelez-vous » La réponse se fit attendre, chahutée par une toux, puis une syllabe, deux, comme arrachée à un rêve. « Ah, l'un !» Le prénom fendit l'air comme une lame fine. Elle sentit son propre souffle se suspendre, puis retomber, lourd. Alain. Il y avait des dizaines d'Alains dans le pays, des centaines peut-être. Une coïncidence, forcément. Elle chassa la pensée, reprit. « Très bien, Alain, ne bougez pas. On va sécuriser.
et vous sortir d'ici. Mais le visage, quand enfin elle put l'éclairer pleinement, ne la laissa plus douter. Les années avaient creusé des canaux autour de la bouche, maigri les pommettes, mais les yeux, ces yeux d'un gris lavé, presque bleu, restaient en les mêmes. Elle aurait voulu que son cœur gèle, il choisit de brûler. Karim, penché de l'autre côté, prononça un juron discret. « Tu le connais » souffla-t-il. « Non, répondit-elle trop vite. « Non, je connais son type de blessure. » Elle s'en voulut de cette lâcheté immédiate, mais la garda. Sur le terrain, on ne se confesse pas. Elle vérifia l'ouverture des pupilles, nota une réponse lente à la lumière. Le front saignait, une plaie superficielle. La respiration était rapide, un peu sifflante. La ceinture avait creusé un sillon rouge sur la clavicule. Elle posa ses doigts au poignet, un pouls vif, pas désespéré. Elle dénombra encore. Pas 1, 2, 3, non. Inspiration, expiration, pause, jusqu'à ce que sa voix se fixe. Karim, on fixe le collier. Je prépare l'oxygène. Alain, regardez-moi. Est-ce que vous avez mal à la nuque, aux jambes, aux bras? J'ai mal partout, lâcha-t-il dans un rire cassé. Qui êtes-vous déjà? Elena, répéta-t-elle. Il cligna des yeux, et l'espace d'une seconde, elle crut voir passer, sous la douleur, une ombre de reconnaissance. Impossible. Il lui avait tourné le dos le jour où tout s'était effondré, l'avait regardé s'en aller avec ce demi-sourire administratif, celui qu'on met pour se protéger des plaintes et des larmes. Puis, les comités avaient fait leur œuvre et sa lettre de licenciement avait été dactylographiée avec l'exactitude d'un verdict. Après, elle avait disparu. Pas vers le bas, vers ailleurs. Les zones de guerre d'abord, comme volontaires, parce que la violence lointaine ne juge pas votre passé. Puis, les unités mobiles d'urgence, ces équipes qui arrivent les premières et repartent les dernières, avec leurs vestes fluorescentes et leurs mains qui sentent le gel hydroalcoolique même quand elles sont vides. On y est, souffla Karim. 1, 2, 3, on dégage. Ils sortirent à l'un avec des gestes précis, le posèrent d'axe sur la planche. Le ciel, au-dessus, s'ouvrait par vagues sombres. L'homme gémit quand la colonne fut immobilisée. Elena indiqua les étapes, la voix basse, presque douce. Elle avait appris que la douceur, sur ces lisières-là, s'entend mieux que le cri. Elle alluma l'oxygène, ajusta le masque. Respirez calmement, tout va bien se passer. Un mensonge utile, peut-être. Mais pas tout à fait un mensonge. Il maîtrisait la situation. Ce qui échappait à l'ordre, c'était ce qui se jouait en elle, là où l'ancien monde cognait au portillon. Elle se rappela la dernière conversation dans le bureau d'Alain. Le dossier beige, les mots « manquement grave »,« protocole »,« responsabilité ». Elle avait laissé la poignée de la porte froide derrière sa paume, puis la rue l'avait avalée. Elle s'était jurée ce jour-là de ne plus revenir. Et pourtant, les routes finissent toujours par se recroiser quand on avance assez longtemps. « Elena » murmura la voix sous le masque. « Elena ? L'évêque ?» Elle tressaillit. Karim la regarda, interrogatif. Elle se pencha, gardant le ton professionnel qui lui servait de bouclier. « Ne parlez pas trop, Alain. Concentrez-vous sur votre respiration. »« Je vous connais, » souffla-t-il. « Vous étiez à l'hôpital Saint-Victor. » Le nom était un clou qu'on enfonce dans le bois. Elle hocha la tête, presque imperceptible. « Il faut partir, déclara-t-elle à Karim. La route était glissante, on ne traîne pas. » Ils hissèrent la planche dans l'ambulance. La cabine avait cette chaleur de métal tiède et de plastique désinfecté. Le monde extérieur s'effaça derrière la porte coulissante. Le bruit du moteur se fit cocon. Elena accrocha les sangles, vérifia une dernière fois la perfusion périphérique qu'elle venait de poser. Les constantes se stabilisaient. Elle fixa le moniteur, la fréquence cardiaque restait élevée, mais régulière. Pas de signe immédiat d'hémorragie interne. Le reste, il le découvrirait aux urgences. Et puis, Alain parla, plus distinctement, comme si l'air, désormais, avait dégagé sa voix. « J'ai des choses à vous dire. » Elle aurait voulu rire, d'un rire sec, sans humour, lui rétorquer que l'ambulance n'était pas un confessionnal. Mais elle se tut. Les confessions, elle le savait,
arrivent souvent sur ces bancs étroits quand la vie tangue. C'est là que les hommes parlent à ceux qu'ils ont blessés, parce qu'ils croient, peut-être, qu'en roulant assez vite, on peut semer le passé. Plus tard, dit-elle, on se concentre. C'est au sujet de ce qui s'est passé, à Saint-Victor. Ce n'était pas vous. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. Elle sentit Karim lever un sourcil, elle resta de marbre. Gardez vos forces. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce soir-là, je n'ai pas dit la vérité. La radio grésilla, le régulateur annonça la distance restante jusqu'au centre hospitalier. Les pneus mordirent une flaque, l'ambulance vibra. Helena aurait pu ordonner le silence. Elle ne le fit pas. Peut-être parce que les années, à force de ronger, avaient creusé en elle un puits où un peu de vérité pouvait enfin tomber. Vous n'avez pas commis l'erreur, reprit Alain, haletant. On a étouffé un scandale. On a protégé quelqu'un. Alain, coupa-t-elle, ferme, respirez. On a protégé mon fils. Le temps, une seconde, se replia sur lui-même. Helena sentit la cabine rétrécir, comme si l'air s'était retiré. Elle ne posa pas la question. Elle n'en eut pas besoin. Sa mémoire se chargea de superposer des images. Le service de pédiatrie ce soir-là. Le petit garçon de l'étage au-dessus, arrivé en urgence après une chute. Le protocole qui aurait voulu une surveillance continue. Les rumeurs qui avaient suivi. Elle a quitté son poste. Elle a mal noté les constantes. Elle a confondu les dossiers. Tout cela avait conduit à sa chute. Et maintenant, dans l'odeur d'oxygène et de plastique, Alain prononçait ces mots. Ce n'était pas vous, répéta-t-il. C'était la faute d'une autre personne. Mais si je parlais, je perdais. Mon enfant. Helena s'adossa à la cloison, sans lâcher l'écran du regard. Son visage ne bougea pas. À l'intérieur, pourtant, quelque chose se fissurait, laissant passer une lumière pâle et tranchante. Elle ne le pardonnait pas. Pas encore. Les années n'effacent pas le prix payé. Mais la phrase circulait en elle comme un courant électrique, réveillant des territoires abandonnés. Karim tourna un instant la tête. « Tout va bien derrière ?» « On tient, répondit-elle. Elle se pencha vers Alain, réajusta le masque, vérifia la perfusion, geste mécanique qui la maintenait au bord de l'instant. Il essayait d'ajouter quelque chose. Les mots trébuchaient. « J'ai fait pire, j'ai fait ce que vous ne me pardonnerez jamais. Mais j'ai une adresse, dans ma veste, poche intérieure. S'il m'arrive quoi que ce soit, allez-y, vous comprendrez. » L'ambulance prit le dernier rond-point. L'hôpital apparut, bloc de verre pâle dans la nuit. Helena inspira, une fois, profondément. Elle se promit d'attendre, de laisser la médecine reprendre ses droits, de confier Alain au chirurgien et au protocole. Ensuite, elle verrait. Elle ne se laisserait pas emporter par une promesse d'explication comme par une fièvre. Elle avait appris à se tenir sur le fil. Mais quand elle glissa la main, presque machinalement, dans la veste du blessé, ses doigts rencontrèrent une enveloppe épaisse, protégée dans un sachet transparent. Sur le recto, un nom écrit d'une écriture qu'elle reconnut avant même de la lire. Le nom d'un enfant. Un prénom simple, suivi d'un patronyme qui lui coupa la respiration. Elle referma la veste au moment où la porte arrière s'ouvrait sur la rampe de déchargement. La nuit s'engouffra dans la cabine, pleine d'odeurs d'iode et de caoutchouc mouillé. L'équipe d'accueil cria les consignes. On tira, on poussa, les roues claquèrent sur le métal. Helena marcha à côté de la civière, d'un pas égal. Dans sa poche, l'enveloppe pesait comme un futur. Dans la salle d'admission, la lumière blanche avait la cruauté d'un jour sans fin. Helena observa les infirmiers tirer la civière, brancher les électrodes, appeler les urgentistes d'une voix neutre. Les gestes étaient précis, huilés, presque chorégraphiques. Elle connaissait cette danse, la routine du sauvetage, la mise à distance de la peur. Elle aurait pu se fondre dans le décor si son cœur ne battait pas trop fort pour être discret. Quand la porte du box se referma, elle resta dehors, son badge pendant au bout du cordon. Karim, déjà en train de remplir les formulaires, leva les yeux vers elle. « Tu veux que je m'en charge ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, un peu trop vite. « Oui, j'ai besoin d'air. » Il ne posa pas de questions. Karim avait ce talent rare,
celui de sentir où finit le silence professionnel et où commence la douleur personnelle. Il la laissa partir sans la retenir. Dehors, la nuit était presque retombée sur elle-même. L'odeur d'essence et de pluie s'était diluée dans celle du désinfectant et du café brûlé qu'exhalait la cafétéria de garde. Elena traversa la cour, s'arrêta sous l'auvent des ambulances. La pluie tombait maintenant en lignes fines, dessinant sur le bitume des ronds parfaits. Elle plongea la main dans la poche de sa veste et sentit l'enveloppe. Sa texture était douce, presque tiède, comme si elle avait gardé la chaleur du corps d'Alain. Elle hésita à l'ouvrir, le bon sens, le protocole, la simple décence lui disait d'attendre, d'en parler à la police, à un supérieur, à quelqu'un. Mais sa vie entière avait été fracturée par des gens qui s'étaient réfugiés derrière des protocoles. Elle voulait savoir. Maintenant. L'enveloppe céda avec un froissement sec. À l'intérieur, une feuille pliée en trois et une photo. La photo d'un adolescent, 16 ou 17 ans, debout sur un quai de gare. Des yeux clairs, le même gris lavé qu'Alain. Sur la feuille, quelques lignes écrites d'une main nerveuse. Elena, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le temps de tout dire. L'enfant que tu as soigné cette nuit-là, à Saint-Victor, n'est pas mort. On a trafiqué le rapport, on l'a placé sous un autre nom pour le protéger. Cet enfant, c'est le mien, mais il est aussi le tien. Les mots se brouillèrent. Elle relut la phrase plusieurs fois, incapable de comprendre. Le tien. Que voulait-il dire? Elle chercha la suite. Je ne pouvais pas te le dire. On m'a menacée, j'ai cédé. J'ai fait de toi une coupable pour cacher un échange. Ton sang a servi à une greffe, ton nom a disparu des dossiers. Si tu veux comprendre, retrouve mon fils. Il s'appelle Julien. Il vit à Marseille, adresse au dos. Les dernières lettres s'interrompaient net, comme si la main avait tremblé. Elena sentit la gorge lui brûler. Les bruits autour d'elle, la pluie, les sirènes au loin, le chuintement d'un balai de sol, se mirent à résonner comme sous l'eau. Elle replia le papier, lentement, puis le serra contre sa poitrine. Son esprit essayait d'articuler une logique, mais tout se dissolvait. La colère, la peur, l'incrédulité. Elle pensa d'abord à une manipulation. Alain, même mourant, pouvait mentir. Il en avait été capable autrefois. Pourtant, la photo semblait sévrer, l'écriture aussi. Et quelque chose dans le ton de la lettre portait cette fatigue des hommes qui n'ont plus rien à gagner. Elle rentra dans l'ambulance vide, s'assit sur le siège passager. Le bruit de la pluie sur la tôle faisait un rythme régulier, presque apaisant. Elle posa la lettre à côté d'elle, ferma les yeux. Les images anciennes remontèrent, le service pédiatrique, les couloirs saturés de lumière, le cri d'un moniteur, la main d'un enfant qui s'ouvre puis retombe. Elle revit aussi le regard d'Alain ce soir-là, plus dur que le verdict. Elle se souvint des mots. Erreur inexcusable. Elle s'était battue, seule, contre une machine plus grande qu'elle, et soudain, cette lettre changeait tout. Un grésillement dans la radio de bord la fit sursauter. La voix du central. « Équipe 3, vous rentrez ?»« Oui, » répondit-elle après une seconde. « On reste ici encore un moment, patient en cours de transfert. » Mensonge simple. Le genre qu'on dit sans remords quand le monde se fissure. Elle prit la photo, la détailla à nouveau. Julien, Marseille. Un adolescent qui pouvait avoir son âge à elle quand tout avait basculé. Un fils qu'elle aurait pu avoir, ou qu'elle avait, sans le savoir. La folie du mot la fit presque sourire. Elle rangea le tout dans la trousse médicale, entre deux compresses, comme on cache un secret dans un objet familier. Quelques minutes plus tard, Karim frappa à la vitre et monta à bord. Il est en réa, traumatisme thoracique, mais il pense qu'il va s'en sortir, elle acquiesça. Tant mieux. T'as une drôle de tête, observa-t-il. Il t'a dit quelque chose, ce gars? Elle détourna le regard vers la pluie. Rien d'important, des délires de blessés. Karim haussa les épaules. Ok, tu veux que je prenne le volant? Oui. Il démarra, les essuie-glaces rythmément la route du retour. La ville défilait dans le reflet des flaques, les panneaux routiers brillaient comme des fantômes. Elena serrait ses doigts autour de la poche intérieure où reposait la lettre, incapable de la lâcher. Chez elle, bien après minuit,
le silence la prit de plein fouet. Un petit appartement sans charme, 2 pièces au dernier étage, des murs pâles, un canapé fatigué. C'était le genre d'endroit qu'on choisit pour ne pas s'attacher. Elle se changea mécaniquement, passa sous la douche, mais l'eau chaude ne lava pas l'impression d'avoir marché sur une faille. Sur la table, elle étala la lettre, la photo, et une vieille coupure de presse qu'elle retrouva dans un tiroir, l'article de l'époque. Erreur médicale, à Saint-Victor, une infirmière mise en cause. Son nom en bas, en italique. Elle avait gardé ce morceau de papier non par masochisme, mais parce qu'elle savait qu'un jour, il servirait à quelque chose. Ce jour était peut-être arrivé. Elle prit un carnet, nota quelques mots. Marseille, Julien Morel, gare, 16 ans, 17. Puis, en dessous, demain. Elle referma le carnet, posa la main dessus comme sur une prière. Son regard glissa vers la fenêtre. Au loin, le ciel s'éclaircissait à peine. La ville dormait encore, mais elle sentait déjà le poids du départ à venir. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de vérité, de savoir si ce garçon existait, et surtout ce qu'Alain avait voulu dire par le tien. Elle s'endormit sans s'en rendre compte, la tête sur le carnet, les doigts encore crispés. Quand le matin se leva, elle rêvait d'un quai de gare, d'un train qui s'éloigne, et d'un enfant qui lui tend la main sans qu'elle puisse le rejoindre. Le matin arriva avec la violence d'une évidence. Le soleil, timide derrière les nuages, glissait sur les toits comme une main hésitante. Héléna s'habilla sans réfléchir. Jean, veste en cuir, sac léger. Elle prit à peine le temps de boire un café. L'amertume sur la langue lui rappela les nuits de garde d'autrefois. Le monde semblait encore brumeux, mais elle, non. Elle avait un but, et cela suffisait. La gare l'engloutit dans son vacarme familier. Annonce métallique, odeur de fer et de croissant tiède. Elle acheta un billet pour Marseille, sans vraiment calculer l'heure. Les chiffres lui paraissaient donc dérisoires. Ce qui comptait, c'était le mouvement, le départ. Quand le train s'ébranla, elle sentit son cœur suivre la cadence, chaque battement comme un signal. Derrière elle, la ville s'effaçait, avec son hôpital, ses couloirs, et le nom d'Alain Morel suspendu entre vie et mort. Le voyage fut long, ou peut-être court, elle n'aurait su dire. Par la fenêtre, les paysages se succédaient. Collines, champs nus, zones industrielles. Elle relut la lettre des dizaines de fois, jusqu'à en connaître chaque pli, chaque tache d'encre. Il est aussi le tien. Ces mots la poursuivaient, s'enroulaient autour de sa pensée comme des racines. Avait-elle eu un enfant dont on l'aurait privée? Était-ce biologiquement possible? Ou Alain avait-il voulu dire autre chose, plus symbolique, plus tordu? Le contrôleur passa. Elle lui tendit le billet sans lever les yeux. Il ne remarqua rien d'étrange. Personne ne voyait jamais les tempêtes qui vous traversent. Marseille l'accueillit avec son vent salé, ses cris de mouette et ses façades couleur miel. La lumière, ici, avait quelque chose d'impitoyable. Elle descendit du train, la photo en main. Au dos, l'adresse, rue Sainte-Barbe, numéro 27. Un quartier populaire, près du Vieux-Port. Chaque pas résonnait dans sa poitrine. Elle se sentait étrangère, intruse dans une histoire dont elle ignorait encore le scénario. La rue était étroite, bordée de balcons couverts de linge. Des enfants jouaient au ballon, une femme appelait son chien depuis une fenêtre. Au numéro 27, une porte bleue écaillée. Elle frappa. Une jeune femme ouvrit, la vingtaine à peine, les yeux cernés mais vifs. « Bonjour, dit Héléna, je cherche Julien Morel. » « Julien? Il n'habite plus ici. Vous êtes de la famille ?» Héléna hésita. « Une amie de son père, murmura-t-elle. Vous savez où je peux le trouver? Il bosse parfois au port, les bateaux de pêche, là-bas, vers la jetée. Vous pouvez demander au vieux Marco, il le connaît. » Elle remercia, la gorge serrée. Une amie de son père. Les mots avaient eu du mal à sortir. Elle marcha jusqu'au port. Le vent lui fouettait le visage, chargé d'iode et de gasoil. Des hommes déchargeaient panne des caisses de poissons, les mains rougies par le froid. Elle demanda plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un marin moustachu lui montre du menton un garçon penché sur un moteur. Julien. Il était là, vivant, réel. Cheveux châtains, peau hâlée, un mélange de jeunesse et de fatigue prématurée.
Ses gestes étaient là précis, concentrés. Elle resta un moment à le regarder, comme si le simple fait de le voir suffisait à remplir un vide de 10 années. Puis, elle s'avança. Julien? Il leva la tête. Ses yeux gris la frappèrent en plein cœur, exactement ceux d'Alain, mais avec une douceur qu'elle ne connaissait pas. Oui? Je. Je viens de la part de votre père. Il fronça les sourcils. Mon père? Vous parlez d'Alain? Oui, il a eu un accident. Il est à l'hôpital. Le visage du garçon se figea, puis se referma lentement. Je n'ai plus de contact avec lui. Il a refait sa vie, je crois. Je sais, mais il voulait que je vous voie. Il m'a laissé une lettre. Julien posa sa clé à molette, essuya ses mains sur un chiffon. Vous êtes qui, au juste? Héléna inspira. Quelqu'un qui a beaucoup de questions, et peut-être quelques réponses. Il la fixa, méfiant. Vous voulez qu'on parle ici? Non. Allons marcher. Ils longèrent le quai, en silence. Le vent jouait dans les haubans, les goélands criaient au-dessus d'eux. Julien finit par rompre le silence. J'ai vu mon père pour la dernière fois quand j'avais 10 ans. Il m'a laissé chez ma tante et il n'est jamais revenu. J'ai grandi en croyant qu'il bossait à l'étranger. Puis, j'ai compris qu'il avait choisi une autre famille. Alors s'il a un message, je ne suis pas sûre de vouloir l'entendre. Héléna hocha lentement la tête. Je comprends. Mais ce message, il vous concerne. Et il me concerne aussi. Elle sortit la photo, la lui tendit. Il la regarda, perplexe. C'est moi. Cette photo date d'il y a 2 ans. Où vous l'avez eue? Dans la veste de votre père. Il voulait que je vous la rende. Julien resta immobile. Ses doigts tremblaient un peu. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce qu'il pense que vous êtes lié à moi. Il éclata d'un rire incrédule. Lié à vous? Je ne vous connais même pas. Je sais. Et je ne cherche pas à m'imposer. Mais il y a eu un mensonge. Il y a longtemps. Quelque chose qui m'a détruite et qui touche aussi votre vie. Julien se tut. Elle sentait sa méfiance fondre lentement sous le poids de la curiosité. Vous venez d'où? Demanda-t-il enfin. Du Nord. J'étais infirmière autrefois, à l'hôpital Saint-Victor. Ses yeux s'agrandirent. C'est là que j'ai été opérée quand j'étais enfant. Une chute, un accident. J'ai failli mourir, paraît-il. Un frisson parcourut Héléna. Oui, dit-elle à voix basse. Je sais, j'étais là. Il la dévisagea. Vous étiez mon infirmière? Oui, et c'est ce soir-là que tout a commencé. Elle raconta. Pas tout, pas encore, mais l'essentiel, l'erreur médicale, le licenciement, les années d'exil. Il écoutait sans interrompre, les yeux fixés sur la mer. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Puis, et maintenant, vous voulez quoi? La vérité, Julien, rien d'autre. Il hocha la tête. Alors vous êtes venu au bon endroit, parce que moi aussi, je veux comprendre pourquoi mon père m'a effacé de sa vie. Ils s'assirent kadosh sur un banc, face au port. Le jour déclinait, orangé et calme. Le vent portait une odeur de sel et de rouille. Julien sortit de sa poche une chaîne avec un pendentif, une médaille en argent, usée, gravée de 2 initiales. E, L. Vous reconnaissez ça? Demanda-t-il. Elle sentit son cœur manquer un battement. Où avez-vous eu cette médaille? Je l'ai toujours eue. Mon père disait qu'elle appartenait à une infirmière qui m'a sauvé la vie. Il m'a dit qu'elle était partie, qu'elle ne voulait plus qu'on parle d'elle. Les mots la frappèrent comme une marée. Elle tendit la main, hésitante, et effleura le pendentif. Oui, c'était le sien, celui qu'elle avait perdu cette nuit-là, au service pédiatrique, quand tout avait basculé. Le vent se leva. Julien la regarda, les sourcils froncés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que votre père a menti, et que cette histoire ne s'est pas terminée cette nuit-là. Dans sa poitrine, un mélange d'effroi et d'espérance prit racine. Peut-être qu'Alain avait dit vrai, peut-être qu'il y avait entre elle et ce garçon un lien plus fort que le hasard. Mais lequel? Le soleil s'éteignit derrière les grues du port et les premières étoiles apparurent. Héléna sut que le plus dur restait à venir, retourner à l'hôpital, affronter Alain une dernière fois. Car la vérité, elle le pressentait, n'avait pas encore livré son dernier visage.
Le lendemain, le ciel semblait lavé, presque trop clair. Elena et Julien avaient pris le premier train pour remonter vers la ville. Ils ne parlèrent presque pas pendant le trajet. Chacun gardait en lui un ouragan silencieux. Les paysages défilaient, mais leurs pensées restaient suspendues à la même phrase. Il est aussi le tien. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, le couloir des soins intensifs exhalait cette odeur de plastique stérile et de sommeil forcé. Les pas d'Elena résonnaient faiblement. Le service de réanimation, elle le connaissait trop bien, l'endroit où la vie et la mort se frôlent sans jamais se regarder. Une infirmière les arrêta à l'entrée. Le patient Morel est conscient, mais très faible, 10 minutes maximum. Elena hocha la tête, Julien hésita, les épaules raides. Tu veux entrer ? demanda-t-elle doucement. Oui, je crois que je dois le faire. Ils entrèrent ensemble, la lumière tombait en nappe blanche sur le lit. Alain Morel était là, amaigri, la peau translucide, les paupières lourdes. Des moniteurs rythmaient sa respiration artificielle. Quand il ouvrit les yeux, son regard glissa d'abord sur Elena, puis s'arrêta sur Julien. Son visage se figea, entre stupeur et soulagement. « Julien !» souffla-t-il. Le garçon resta muet. Il s'approcha lentement, les poings serrés. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Pourquoi tout ce mensonge ?» Alain tenta de lever la main, un geste fragile, tremblant. « Parce que j'ai eu peur, dit-il, peur de tout perdre. » Elena fit un pas vers lui. « Tu m'as déjà tout pris, ma carrière, ma dignité. Et maintenant, je découvre que tu m'as volé un morceau de ma vie. » Alain ferma les yeux. Une larme, minuscule, coula le long de sa tempe. « J'ai fait ce qu'on m'a ordonné. Ce soir-là, après ton renvoi, ils m'ont forcé à choisir. Le garçon avait besoin d'une greffe urgente, ton sang était compatible. Tu avais déjà signé les formulaires pour un autre enfant. Ils ont utilisé ton dossier, ton identité, ton nom. Et quand les journalistes ont cherché un responsable pour l'erreur médicale, j'ai laissé ton nom sur le rapport. » Il toussa, un filet de sang aux lèvres. Julien blêmit. « Donc, ce sang, c'était… » Alain hocha faiblement la tête. « Oui, c'est ton sang, Elena, qui coule dans ses veines. C'est pour cela que j'ai écrit cette phrase. Il est ton fils, autrement. Pas par la chair, mais par le don. » Un silence épais remplit la pièce. On n'entendait plus que le bip régulier des machines. Elena resta immobile, incapable de respirer. Le monde semblait soudain s'effondrer sur un seul point. La ligne invisible qui reliait son cœur à celui du garçon. « Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité ?» demanda-t-elle enfin. « Parce qu'ils auraient détruit l'hôpital, ma carrière, tout ce que j'avais construit, et surtout, parce que j'avais honte. Honte d'avoir sacrifié quelqu'un de juste pour sauver ce que j'aimais. » Il se tourna vers Julien, les yeux pleins d'une lumière vacillante. « Je voulais te protéger, mais j'ai fini par te perdre. » Julien secoua la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Tu ne m'as pas perdu, papa. Tu t'es perdu toi-même. » La phrase resta suspendue, simple et cruelle. Elena sentit son propre cœur se serrer. Il n'y avait plus de place pour la colère. Seulement une immense fatigue, et cette certitude étrange que la vengeance ne réparerait rien. Alain tenta de parler encore, mais le souffle manquait. Sa main chercha celle d'Elena. « Pardonne-moi, murmura-t-il. Je voulais que tu saches. J'ai laissé un dossier dans mon bureau. Il prouve tout. Utilise-le. Laisse la vérité sortir. » « Et toi ?» demanda-t-elle. Un léger sourire déforma ses lèvres. « Moi, je n'ai plus le temps. » Les moniteurs s'affolèrent. Une ligne stridente remplaça le rythme régulier. Les infirmières accoururent, criant des ordres techniques. Elena recula, tirant doucement Julien vers la porte. Le monde s'effaçait dans le vacarme médical. Quelques secondes plus tard, un silence. Un silence total. Alain Morel venait de partir. Ils sortirent de l'hôpital au crépuscule. Le vent s'était levé, portant une odeur de terre humide. Julien marchait devant, les mains dans les poches. Elena le suivait, le dossier serré contre elle. Dans la lumière du soir, il ressemblait à deux âmes déracinées, reliées par un fil que rien ne pouvait trancher. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-il sans se retourner. « Dire la vérité, remettre les dossiers aux autorités,
rétablir mon nom. Et toi? Il haussa les épaules. J'en sais rien. Je crois que je vais rester ici un moment. Peut-être apprendre à connaître celle qui m'a sauvé la vie. Elle sourit faiblement. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est la vie malgré tout. Ils marchèrent encore jusqu'au bord du fleuve. Les lumières de la ville s'allumaient une à une. Helena sentit la fatigue retomber d'un coup, mais une paix nouvelle, presque douce, prenait sa place. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu, son métier, ses années, sa confiance, et à ce qu'elle venait de retrouver. Un sens. Peut-être même un fils, au-delà des définitions. Julien s'arrêta et leva les yeux vers elle. « Vous reviendrez à Marseille ? » « Si tu veux bien, oui. » Il sourit. « Alors promets-moi une chose, plus de secrets. » Promis. Ils restèrent là, à regarder le fleuve. L'eau reflétait les lampadaires comme une route d'or liquide. Le monde semblait recommencer à respirer. Quelques mois plus tard, dans une petite salle d'audience, Helena déposa le dossier d'Alain sur la table du juge. Les preuves étaient claires: falsification, pression administrative, dissimulation de données médicales. Son nom fut officiellement blanchi. Elle ne ressentit pas de triomphe, seulement un apaisement. Le poids des années glissait enfin de ses épaules. À la sortie, Julien l'attendait l'armée sur les marches. « Alors ? » « C'est fini, » répondit-elle simplement. Il lui tendit un café. Ils s'assirent côte à côte. Le vent soulevait quelques papiers dans la rue. La vie continuait autour d'eux. « Tu sais, dit-il, parfois je me dis que si tout ça n'était pas arrivé, on ne se serait jamais rencontrés. » Elle hocha la tête. « Oui, la vérité détruit parfois, mais elle unit aussi. » Julien sourit. « Tu crois qu'il aurait voulu qu'on se parle, lui ? » « Je crois qu'il voulait ça depuis le début. » Ils restèrent un long moment sans parler. Puis Helena sortit la médaille en argent, celle qu'il portait autrefois, et la plaça dans sa main. « Elle est à toi, maintenant. C'est ton histoire, pas la mienne. » Julien la serra fort. « Et si je veux qu'elle soit la nôtre ?» Elle ferma les yeux. Le vent soufflait dans ses cheveux, doux, presque tièdes. « Alors ce sera la nôtre. » La nuit tomba sur la ville. Helena rentra chez elle, la fenêtre ouverte sur l'air du sud. Sur la table, une photo encadrée, elle, en uniforme, souriante, et à côté d'elle, un jeune garçon au regard clair. En dessous, une phrase écrite à la main. Ce n'était pas le sang qui nous liait, mais le courage de recommencer. Elle posa la main sur la photo et souffla. « Merci, Alain. » Dehors, les sirènes d'une ambulance montaient au loin. Une autre urgence, une autre vie. Helena ferma les yeux et sourit. Elle n'était plus la fille qu'on avait brisée. Elle était celle qui avait appris à sauver, même quand il s'agissait de son propre passé.